Bonsoir fidèles téléspectateurs de la chaîne panafricaine Label TV. Merci de nous retrouver dans Tête à Tête. Ce soir, nous allons parler de journalisme et surtout de la thématique déontologie et éthique. Qu'est-ce que le bon journalisme? Avec moi pour en discuter, M. Adama Sow, un très grand journaliste sénégalais. Bonsoir M. Sow et merci d'avoir répondu à mon invitation. Bonsoir Madame Lo, c'est vraiment un réel plaisir pour moi de venir répondre à votre invitation. Label TV étant un label d'ailleurs en matière de télévision en Afrique, une sorte de marqueur déjà, ce qui est quand même une fierté pour nous tous et un plaisir d'être là sur vos plateaux. Merci beaucoup. Monsieur Sow, on va revenir un petit peu sur votre parcours, votre carrière de journaliste. Oui. Oh, ça c'était au siècle dernier déjà, hein? Madame Lo. Oui, ça va très vite. En fait, moi j'ai commencé très tôt. C'est quand même j'étais au collège que j'ai commencé à faire la télé. Donc, c'était en 1984. Ça fait très très longtemps. J'étais un petit bout d'homme déjà, mais on m'a passionné. Voilà, exactement. J'étais passionné. Quand j'avais pas cours, j'allais dans les studios de la RTS parce que ma maman aussi était voilà, une dame qui vendait et qui servait du lait. Parce que nous sommes des Peuls de Malika qui vendaient du lait à la radio. D'accord. Donc moi, venant voir ma maman, voilà, j'étais un peu... Je faisais partie des meubles de l'ORTS à l'époque. L'ancienne maison de la RTS en face du théâtre Sorano. Donc j'ai grandi littéralement, moi, Aïssata Tall Sall et Bélissi qui est la RTS. Nous avons physiquement grandi dans les locaux de la RTS. Et comme j'avais une passion depuis 10 ans, quand j'avais 10 ans, en matière de médias, pas forcément la télé, j'aimais mieux la radio, mais voilà, le destin m'a fait bifurquer à la télévision parce que j'étais un jeune passionné et tout. À l'époque, il y avait des émissions comme Génération 80, comme Loisirs Dimanche. Omar Dia qui animait Loisirs Dimanche avec le réalisateur Pape Ibrahima Sy, qui revenait juste de Paris. Ils m'ont pris comme un chroniqueur dans l'émission. Donc j'étais un petit bout d'homme qu'on a jeté, mis à l'antenne. Et tous les grands qui étaient là, comme Medoun qui est avec vous, les Maguette Wade, les autres, m'ont appris les métiers, mais sur le tas. J'ai appris la réalisation, j'ai appris l'assistance de production, la production, au programme, j'ai tout fait. Jusqu'à la rédaction, on me confiait de petites choses. Et j'étais toujours au lycée. C'est ça qui est incroyable. Et oui, vous alliez la théorie à la pratique. Je crois que c'est le premier jeune Sénégalais qui avait une carte RTS qu'on appelait producteur extérieur à l'époque, signé par le directeur général de la RTS à l'époque. Et en même temps, j'étais élève. C'était une situation... Donc, c'était une suite logique. Ensuite, après ma formation, je suis parti un peu aux États-Unis faire un diplôme. Maintenant, après, sur le tas, j'ai fait des formations académiques. Vraiment. Ça devait être rapide, hein? Ah oui. Donc, je me rappelle quand j'ai fait un stage à l'INA, à l'Institut national audiovisuel de Paris, on m'a éconduit parce que j'ai fait 3 semaines. Tous les exercices, tous les trucs je connaissais et finalement je prenais un peu la place des professeurs et des encadreurs. Ils m'ont dit, monsieur Sow, non, vous perdez votre temps ici. Il faut économiser des sous parce que vivre à Paris, c'est pas facile. Vous perdez votre temps. Donc vous êtes rentré? Voilà. Donc je suis revenu, c'était en 98 et là j'ai démarré un peu le projet Comme7. Qui est le premier groupe de presse auquel Youssou Ndour, avec qui je travaillais à l'époque, déjà développé. Donc j'ai conçu le projet Comme7, dans lequel votre père a joué un grand rôle aussi. Il a beaucoup aidé pour la mise en place de ce groupe de presse, connaissant ses liens personnels avec Youssou. Il a gracieusement aidé à la mise en place de ce groupe de presse, qui avait cassé le binôme Walf Sud, qui étaient les 2 seules entités au Sénégal en termes de groupe de presse. Donc, avant ça, j'avais développé un projet média pour Youssou Ndour quand je suis rentré des États-Unis en 95. Parce qu'on s'était dit, Youssou, qu'est-ce qu'il doit faire à l'an 2000, quand il aura 40 ans? Bon, c'était une discussion un peu
contradictoire entre moi, lui et Boubendour, je me rappelle, dans un hôtel à New York, quand il était venu enregistrer l'album Wamad, 7 Seconds, avec Néné Chéri. Moi, j'étais au Connecticut, donc je n'étais pas encore rentré. Donc, on cogitait, Youssou disait qu'on se projette quoi, pour lui. Voilà, qu'est-ce qu'il doit faire? Je lui disais que tu n'es pas fils de Sokhna, tu ne peux pas être dans un pouvoir d'influence religieuse. Peut-être tu es déjà dans le pouvoir d'influence économique, tu es un administrateur économique, mais pour avoir une influence dans un pays, il faut avoir intégré un troisième pouvoir, c'est le pouvoir médiatique, l'influence médiatique. Donc je te vois vraiment vers les médias. Et ça avait soulevé un tollé, parce que les gens autour de lui, de sa famille, ne comprenaient pourquoi il se venait de gagner le disque d'or, c'était le numéro 1 presque au monde. Et quelqu'un qui lui parlait de laisser ça aller vers des médias, on m'a mis mal à l'aise à l'époque. Mais j'avais conçu le projet dès mon retour. Et ça s'est finalement réalisé? Oui, ça c'est finalement. Bon, on est passé par différentes étapes ensemble. On est allé à Comset, on a fait un groupe avec Baratal, Chertal Dioum. Ça n'a pas trop bien marché, mais on est fiers parce qu'on avait lancé la radio 7 FM, le journal Pop populaire, qui survit jusqu'à présent, qui est le premier journal à 100 francs au Sénégal. C'est nous qui l'avions lancé. Voilà. Donc après, il y a eu toute cette... on est allé... Quand ça a cassé, Youssou m'a dit, Adama, maintenant, nous devons je veux mon propre groupe. Et là, je suis retourné à Paris et j'ai conçu le projet GFM, dont le nom d'ailleurs, c'est moi-même qui l'ai proposé, sur, disons, validation de El Hadj Kassé, parce que c'est El Hadj qui a ajouté les S à Futur Média. Voilà, donc c'est un peu le parcours. Bon, la RTS, j'ai continué l'aventure depuis plus de 20 ans. Voilà, donc... Alors, quelle est votre définition du journalisme? Le journaliste, c'est celui qui sait pas et qui fait savoir. C'est celui-là, le journaliste, a priori. Le rôle du journalisme, c'est d'informer. Les gens, point. C'est-à-dire les gens ont tendance à ajouter juste aller au-delà, à lui donner d'autres missions, d'autres définitions. Mais le journaliste, c'est vraiment celui qui a la mission d'informer. Informer, ça veut dire être au courant d'une information, la mouliner, la passer par le moulinex de l'éthique et la déontologie et de la livrer d'une façon crédible aux populations. C'est ça le rôle du journalisme dans une société. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Aller au-delà de l'information, comme l'évolution a contraint un peu le journalisme à changer. C'est malheureusement aujourd'hui un métier qui est dissolu dans la communication. Donc, on mélange beaucoup journalisme et communication. Tout à fait. Beaucoup. C'est deux métiers différents. Communiquer, c'est influencer. C'est polir quelqu'un, par exemple, gérer la communication de Madame Lo, ça veut dire polir son image avec des outils marketing dont le journaliste ne dispose pas. C'est ça la différence. Donc, marketing pur, le journaliste ne sait pas faire. Ce n'est pas son rôle. Mais maintenant, le journaliste se confond avec le communicant. C'est vrai qu'il y a une linéarité maintenant, en fait, des métiers, ce qui est normal. L'évolution, ça a évolué maintenant. Maintenant, c'est vrai, les frontières sont presque fines, pour ne pas dire inexistantes, entre la communication et le journaliste. Mais ce qui est important, le journaliste doit rester dans son âme, dans la pratique quotidienne, journaliste, pour sauver le reste. Parce que la communication déstructure le monde des médias. Parce qu'avec les puissances financières, les puissances politiques, qui font de la communication, qui utilisent les médias, les journalistes donc comme support, finalement, en fait, le journaliste, il devient un objet de la communication, sans s'en rendre compte, avec le risque d'être manipulé au jour le jour. Et donc de sortir de l'éthique et de la déontologie. On sort des normes, du coup. Voilà, ça c'est le premier problème auquel le journaliste est confronté depuis le début du XXIe siècle. En plus de ça, il y a un autre problème qui est venu
s'ajouter et rendre difficile et presque impossible la mission du journaliste, ce sont les réseaux sociaux qui ont littéralement changé la pratique de l'information. Vous l'évoquiez il n'y a pas très longtemps, il y a vraiment une inégalité, moi je dirais, entre ce qu'on a sur la toile, sur Internet, l'actualité, le traitement, par rapport à ce qui se fait de juste, je dirais, de normal. Est-ce qu'on répond toujours à la ligne éditoriale? C'est difficile maintenant parce que où le journaliste d'aujourd'hui prend ses sources, où et comment? C'est sur les réseaux sociaux. Plus 90%, 80% des informations que traitent les radios, les télévisions, les rédactions, ils les puisent pratiquement en ligne. Donc, ils ne sont plus la première source d'information. La première source d'information, c'est-à-dire le premier journaliste aujourd'hui, ce n'est plus le journaliste. C'est le citoyen qui est sur les fils d'actualité. C'est vers lui, c'est lui qui devient la source d'information du journaliste qui est censé aller chercher l'information pour le citoyen. Par contre, ce que cette situation a induit, et sans que les journalistes le sachent, c'est que c'est la mort du journalisme qu'on a connu. Le journalisme n'existe plus, tel qu'on l'a défini au départ de l'émission. C'est-à-dire informer, point. Parce qu'il n'informe. Voilà. Maintenant, les informations l'ont submergé. En fait, sa tête est dans l'eau, envahie par le flot des informations qui viennent des réseaux sociaux. De plus en plus, c'est pourquoi les grands médias se sont réadaptés. Si vous prenez des télévisions comme vous, comme d'autres, ils deviennent des médias sociaux. Parce qu'il y a réseaux sociaux, médias sociaux. Médias sociaux, ça veut dire des médias connus comme tels, comme Label TV, mais qui va se battre sur les réseaux sociaux, qui se fait des plateformes Instagram, même TikTok, même Facebook, WhatsApp, tout ça, et s'approprier ça. Et adapter même le travail de la rédaction avec une rédaction web, une rédaction en ligne, avec par exemple des vidéos courtes, des sujets courts, tu vois, qu'on poste sur la page de Label TV. Voilà, faire des live, Facebook Live sur des sujets, sans être sur l'écran 1. Mais du coup, ça ne casse pas le mythe de la télé. Mais oui, c'est ça que je dis que ça. Oui, autant le journalisme que la télévision, l'écran 1, sont noyés aujourd'hui. Sont littéralement noyés. Voilà, exactement. C'est ça la difficulté. C'est ça les nouveaux défis, quoi. D'accord. Du coup, oui, pour la question un petit peu, doit-on dissocier les contenus web, TV, radio? On ne peut plus. On ne peut plus, ça va ensemble. Non, on ne peut plus. En 2014, je disais à la DG de RFI à Dakar que RFI était en retard. Parce que la radio, tout court, comme ça, c'est fini. Il faut mettre des caméras. Il faut faire comme les anglo-saxons avaient déjà fait. Les radios sont devenues des web TV. C'est ça. Des télévisions, en fait. On le vit avec eux beaucoup. Les radios sont devenues maintenant des radios où toutes les émissions sont filmées et postées sur les pages Facebook, sur les pages, les plateformes de ces radios-là. RFI est devenu un média social, comme les TV5, comme les peut-être Label TV, comme les je sais pas, RTS ou autres chaînes dans le monde. Donc, c'est ça la difficulté maintenant. Il y a plus de... les frontières sont parties. Maintenant, quel est le rôle éditorial, peut-être? Le rôle de la rédaction. C'est là où peut-être votre question prend tout son sens. Question de ligne éditoriale maintenant, c'est un choix, c'est le seul choix souverain aujourd'hui du journaliste, de la rédaction. Mais c'est beaucoup plus difficile parce qu'un journaliste, ouais, un journaliste dans une rédaction, la rédaction peut dire non, nous, notre ligne éditoriale, c'est vraiment, on n'est ni pour ni contre. C'est ça le rôle, la ligne éditoriale crédible d'une rédaction. Vous n'êtes ni pour un régime, ni contre un régime. Vous n'êtes ni pour Sonko, ni contre Sonko non plus. Traite l'actualité d'une façon de manière transparente. Exactement. Ça doit être la ligne éditoriale. Mais elle n'est plus dans la pratique. Parce que n'oubliez pas,
Ce que je vous ai dit Très tantôt. souvent, Les journalistes de vos rédactions sont devenus des communicants, des supports de communication, des acteurs politiques, des acteurs qui ont des pouvoirs financiers et même religieux, qui les manipulent à longueur de journée. Quand ils viennent à la rédaction, ils font tout pour... ils deviennent même des attachés de presse. Les journalistes sont devenus des attachés de presse, d'hommes politiques, d'hommes religieux, voilà. Oui, même occultes, des back-office. Du coup, que faut-il faire aujourd'hui aussi pour rehausser le niveau de la formation professionnelle en journalisme? On a beaucoup de sortants dans les grandes écoles ici au Sénégal. Beaucoup se ruent devant les rédactions. Comment les coopter? Comment faire le bon choix? La formation est un vrai problème au Sénégal. C'est plus comme ça. Il y a une fausse solution au vrai problème. Le vrai problème n'est pas encore adressé. C'est pas encore. Il n'est pas adressé. Pourquoi? Parce que c'est l'offre de formation qui n'est pas crédible. Même le CESTI qu'on chante tout le temps. Attention, il y a des limites à la formation du CESTI. Je l'avais dit il y a quelques années. Je ne pense pas que le CESTI soit aujourd'hui, bien que Mamadou Ndiaye, le nouveau directeur, est très moderne, très orienté nouvelles technologies, mais le CESTI a eu un retard sur la formation. Qu'est-ce qui lui a manqué? Les moyens? Des moyens humains, une vision, un vrai projet d'école. Il faut qu'ils osent casser leur vision, ce qu'ils font, et se réinventer. Le CESTI doit se réinventer. Maintenant, à côté du CESTI, il y a l'ISIC, il y a l'ISEG, il y a d'autres. Mais bon, l'offre est faible. L'offre est très faible parce qu'il y a beaucoup de volontaires qui interviennent dans ces écoles, mais qui ne sont pas forcément formés pour. Voilà. Donc, il manque une vraie offre crédible en termes de des journalistes et des acteurs des nouveaux médias, par exemple. Il le faut. Parlons un petit peu de Café Actu. Vous nous accompagnez tous les matins quand on prend notre café en lisant l'actualité sur le net. Alors, de la conception aujourd'hui à sa pratique, comment ça s'est passé? C'est très compliqué parce que Café Actu, c'est un accident en fait. Ah bon? Vraiment, oui, c'est un accident. Ce n'est pas un projet mûr, non. Parce que j'étais alité en janvier 2017, au moment où il y a eu des événements graves en Gambie. Yaya Jammeh, Dandem, Doudem, il part pas, il faut qu'il parte par force. Bon, et sur mon lit, là, je lisais un peu les réseaux sociaux pour voir l'actualité. À l'époque, je dirigeais, j'étais le directeur de la rédaction de Dakar Actu, un site internet d'information. Et je me suis dit, mais attends, si on y prend garde là, ce que les jeunes sont en train de raconter sur la Gambie, sur le Sénégal, les événements, ça risque de brûler nos deux pays là. Parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais en Gambie. J'ai dit, attends, il faut que moi, j'essaie d'apporter, en tant que journaliste, en respectant un peu le code éthique, avoir les informations factuelles, vérifiées et sourcées. Et comme j'avais une bonne amie en Gambie, qui était sur le terrain, un autre aussi qui était sur le terrain en Gambie, je me suis dit, bon, je vais utiliser leur backup source pour donner un fil d'actualité sur ce qui était en train de se passer en Gambie. Donc, de fil en aiguille, j'ai fait un style breaking news sur ma page, avec 1, 2, 3, 4, ce qui se passait. J'ai eu le concours de Maram Kairé, qui est connu, le président de l'association des astronomes sénégalais. Alors je lui dis, mais Maram, j'ai besoin de savoir le mouvement des avions là, les présidents qui veulent aller négocier et faire partir. Donc il m'a fait des visuels. Donc on contrôlait l'avion de Macky qui quittait pour aller je ne sais plus où, le président mauritanien qui survolait Dakar, pour aller en Gambie, les deux avions sont sur le tarmac. Donc on avait les trucs en temps réel. Et donc ça a passionné les confrères. Et de fil en aiguille, les confrères se sont déportés sur ma page. Et reprenaient vos informations. Mes informations, telles que moi je les... parce que c'était assez validé et tout. C'est parti comme ça. Bon. Jamais par moi, j'arrête.
Oui, et là, vous ne pouvez plus arrêter. Oui, mais les gens me sont tombés dessus. Ils me disent non, non, Adama, non, il faut continuer le style là. D'abord, 1, 2, 3, 4, c'est simple. J'ai dit, mais attendez, moi, c'est pas mon boulot. Moi, j'étais juste alité quelques jours et j'ai voulu rendre service et pour sécuriser un peu. Du coup, aujourd'hui, c'est devenu une page. En fait, on me l'a imposé. Bon, quelques semaines après, bon, les gens m'ont dit, grand, il faut, non, il faut que tu continues un peu ça sur l'actualité. Donc, finalement, je dis d'accord. Chaque matin, je dis, pour les gens pressés qui ne peuvent pas lire tous les journaux, qui ne peuvent pas écouter toutes les radios, qui sont occupés, voilà, qui veulent, voilà, juste un résumé, quelques points, en bullet point. Ils peuvent avoir l'actualité. C'est parti comme ça. Et un Mountaga Cissé qui est connu d'ailleurs comme l'un des meilleurs spécialistes des réseaux sociaux, du digital. C'est lui qui tient la page. On s'est rencontrés dans un hôtel, dans un séminaire. Il me dit, grand, tu ne sors pas d'ici si tu ne crées pas la page Zen Café. C'est lui-même qui a créé la page Mountaga. C'est parti comme ça. Ils me l'ont imposé. De fil en aiguille, à un moment donné, les gens m'ont dit non, fais-en un site. Des jeunes sont portés volontaires et ont créé le site Zen Café. Et c'est parti comme ça. Super. Voilà, donc ce n'est pas mon activité principale. Je dors peu parce que pour répondre à votre question, veille tous les jours? Oui, ça me prend de 21h à minuit pour marbrer quelques sujets. Et je me réveille vers 5h, 4h30, 5h. Pour ajuster, c'est tout. Voilà, pour ajuster, vérifier, recevoir les PDF des journaux, la presse écrite du jour, voir un peu, rajouter, calibrer. Et ensuite, voilà, on fait très bien. Qui est devenu l'association Grave? Grave, on l'a dissolu dans un collectif pour quand même moins personnaliser. Moi, j'étais un peu le visage de la lutte des enfants avec tout ce que ça comportait comme difficulté à un moment donné sur ma personne. Donc, à un moment donné, bon, les gens ont dit, Adama, on enlève pour te protéger un peu. Maintenant, on va mettre nos forces ensemble avec les autres acteurs. Donc, c'est dans ce cadre-là que Grave existe, hein, mais ce n'est plus Grave Adama qui se trouve là, etc. Donc, et puis la relève est quand même aujourd'hui assurée avec les Amisako, les pères, il y en a d'autres. Vraiment des jeunes qu'on a formés quand même, qui ont cheminé avec nous, qui ont pris. Mais par contre, je continue à travailler aussi sur un aspect. Sur l'enfant, c'est la protection des enfants en ligne, sur Internet. Beaucoup, je travaille beaucoup sur ça en ce moment, avec Facebook, on a des programmes qu'on est en train de dérouler, mais comme il n'y a pas de communication, on ne communique pas sur ça. Les gens pensent qu'Adam, non, je suis très présent sur la protection des mineurs, sur Internet. Ah oui, absolument. D'accord. Le grand journaliste que vous êtes ne va pas finir l'entretien sans commenter l'actualité du moment au Sénégal, donc un petit peu avec les tournées du président Macky Sall. L'insécurité qui règne dans le pays, qui inquiète beaucoup, notamment avec les nervis. Le 23 juin 2021, qu'avez-vous un petit peu à dire par rapport à tout ça? Moi, je pense que il y a un bad buzz autour du Sénégal, des Sénégalais. Il y a un déferlement de haine, de violence en ligne, violence physique, qui porte un grand tort à l'image de ce beau pays. Et c'est dommage. Les gens ne se prêtent pas attention sur les conséquences de tout ça sur l'image du Sénégal vis-à-vis de l'extérieur. Et ça, je le déplore. D'autant plus qu'en fait, les vraies questions qu'on doit adresser, vous en avez parlé tout à l'heure, ne sont pas adressées. Vous lisez la presse, vous lisez les réseaux sociaux. Il faut savoir avoir le discernement. Exactement. La question de l'insécurité, elle n'est pas correctement adressée. D'accord. Alors que l'insécurité est devenue un vrai problème. En tout cas, dans les quartiers, tout à fait. Pour les populations lambda, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. On fait quoi? On dit quoi? Personne ne dit rien. Presque personne ne fait grand-chose. Et on est là à parler de Sonko, de Macky, de je ne sais plus, mandat, 2 mandats, 3 mandats. Mais attendez, ce n'est pas possible. Il faut arrêter. Il faut que ce pays retrouve le sens de la priorité et des urgences. L'une des urgences prioritaires, pour parler un mauvais français, c'est par exemple la question de l'insécurité.
la question de la pression démographique. Personne n'en parle, alors que c'est la principale cause de tous les problèmes qu'on subit. Personne. Parce que si vous en parlez, vous redoutez un peu des fatwas, des gens qui pensent que vous militez pour la limitation des naissances. À un moment donné, il faut qu'on se regarde dans le miroir et qu'on adresse cette question. Ce n'est pas insulter Macron ou insulter un tel. Non. Je vous donne un exemple très facile. Pourquoi les gens ont-ils surpris par le déferlement humain lors des événements de mars? Les gens ne s'attendaient pas à voir autant de jeunes. Autant de jeunes. Il y en a beaucoup. Mais parce que ils ont explosé ces jeunes, en fait, pour montrer la face de ce que je dis. La pression démographique, elle est intenable. On n'aura jamais assez de tables, bon? Jamais, pratiquement, assez de classes, jamais assez de chambres dans les universités, jamais assez d'eau dans les appartements de Dakar. Tout le monde est sur R+5, +10 maintenant. Le DG de la SONES l'avait dit il y a 2 ans. Personne ne l'a entendu. C'est impossible. La pression démographique sur Dakar est devenue intenable pour les services qui fournissent l'électricité, qui fournissent l'eau, parce que chaque jour, il y a combien de nouveaux abonnés à la Sénélec, combien d'abonnés à la SONES, à la SDE pour l'eau. On ne prête pas attention à ce truc, parce que de plus en plus, il y a beaucoup plus de monde dans la rue. Beaucoup plus de... Mais en beauté, exactement, on va où? Mais ce n'est pas adressé. Il n'y a aucun spécialiste, démographe, ou les médias qui s'arrêtent, qui disent, mais attends, il y a un problème. Et tout le reste, les problèmes d'insécurité, de chômage, tout ça sont des conséquences de ça. Il ne faut pas que les gens se trompent de solution. Parler de la politique, c'est bien, mais la politique, elle ne peut pas être du H24. Les médias, les journalistes, et c'est ça que je reproche aux journalistes sénégalais, ils traitent la politique H24. Les préoccupations des Sénégalais, il faut les shifter. Parce que les vrais problèmes des Sénégalais, c'est une question de survie au quotidien. Comment adresser la question de survie des entreprises qui emploient des jeunes, qui sont devenus extrêmement précaires. Mais personne ne parle de la précarité des entreprises sénégalaises aujourd'hui. On va regarder, tout le monde va aller dans le milieu. C'est comme si je donne l'exemple des médias. Il n'y a pas deux maisons de médias. Je parle à la télé. Il n'y en a pas 2 aujourd'hui qui sont solvables au niveau de leur banque. Il n'y en a pas. Je l'avais dit il y a quelques années, les gens savaient être... Je défie tous les patrons de presse là. C'est comme disait Latif Coulibaly. Quand tu es chaque mois stressé du 1er au 30 pour régler le net, pas parce qu'on lui reprochait de ne pas cotiser pour les... Il était directeur de Sud FM. Il dit, mais Adam, mais les gens là, ils ne comprennent rien. Moi, c'est le net, le salaire net là, de mes agents. C'est ça qui m'empêche de dormir. Parce qu'on n'a pas les moyens forcément de le faire chaque mois. Et chaque mois, on le fait. Et les gens ne se doutent pas des sacrifices, même de pertes de santé qu'on a pour gérer ces situations. Mais l'entreprise sénégalaise, elle est en péril. À commencer par les médias, sans parler des autres. Mais ça, c'est de vraies questions. Parce que quand les entreprises périclitent, les gens sont en chômage. Mais oui, il n'y a pas le choix. Hein. À l'impossible, nul n'est tenu. Et plus il y a d'entreprises qui ferment, plus la crise sociale dans les familles se ressent, plus encore il y aura plus d'insécurité, encore plus de. Vous voyez, une question qui n'est pas correctement adressée, voilà, je donnais juste 2 exemples, en fait, pour vous montrer que, au lieu de parler tout le temps de trucs, de politique, franchement. Mais attendez, on a de vraies questions sociales, de survie économique, qu'il faut adresser. Il faut qu'il y ait un nouvel agenda médiatique au Sénégal. Et du coup, M. Sow, quelles sont aujourd'hui vos références dans le métier de journalisme? Waouh! Je vais être très provocateur. Hein. J'aime bien la boutade de Léon Zitron, qui était un journaliste
présentateur télé connu en France qui disait que n'avait pas de spécialité forcément. Moi, j'aime bien par exemple, moi, je suis journaliste, je fais la formation et tout ça, mais j'aime bien les programmes. Je suis plus orienté programme, production, comme passion, comme je vous ai dit tout au début. Mais ma référence journalistique, j'en ai 2 ou 3. Le premier, il s'appelle Dan Rather. Bon, la nouvelle génération ne le connaît pas forcément, surtout les francophones. C'est un vieux journaliste américain, très connu, qui est, disons, considéré comme l'un des meilleurs journalistes au monde. D'accord. Il vit jusqu'à présent quand même, hein. Il est actif, il a pris sa retraite. Larry King, qui est décédé récemment de CNN, qui a révolutionné l'entretien journalistique, Larry King. Son émission Larry King Live était une source de leçons quotidiennes. Toutes les écoles de journalisme, tous les journalistes apprenaient à maîtriser des techniques d'entretien, d'interview en regardant Larry King Live. D'ailleurs, dans la formation, on te mettait des extraits de l'émission de Larry King. Quand on apprenait à faire un entretien, comment conduire un entretien en télévision. Voilà, Larry King, par exemple. Christiane Amanpour, qui est une femme aussi. Vous me direz que bon, j'ai que des références américaines. C'est vrai que c'est là où je fais ma formation. C'est ça qui m'a plus impacté. En tout cas, sur le plan purement professionnel, je veux dire, dans la technicité. Mais Christiane Amanpour, c'est tout ce qu'il y a comme beauté du journalisme de terrain. Beaucoup de chaînes thématiques aujourd'hui, on a pu voir un peu partout, hein, en Amérique comme en France, à profit des généralistes. Est-ce une bonne chose? Les thématiques auront de plus en plus du mal à exister. Vous pensez? D'accord. D'accord. Ça va être très difficile, à moins que ce soit des thématiques comme des sujets nouveaux, forts, comme la santé. Par exemple, si la Belle TV se diversifie, on fait un truc santé, voilà, des choses comme ça. Mais les thématiques n'ont jamais presque marché. Ça, c'est un peu malheureux, alors que les thématiques, c'est fort. Alors que c'est dommage. Il y en a beaucoup. Et pour la TNT, un petit peu? Bon, la TNT, j'avais fâché les gens. Ici, j'avais dit que le jour où le président lançait la TNT en 2015, j'avais dit que on était presque dans une arnaque, quoi, franchement. Non, le Sénégal ne pouvait pas basculer, n'était pas prêt. Moi, je savais de quoi je parlais, justement. Pourquoi? Parce que tout le monde fait la même chose en termes de programme. Est-ce que c'est utile? Voilà. C'est utile ou pas? Oui, la TNT, c'est une vraie solution de démocratie audiovisuelle. Ça permet maintenant aux gens de Kédougou, de Saraya, d'être au même niveau d'offres qu'à Dakar, à Sacré-Cœur ou ailleurs. C'est ça qui est magnifique. La TNT, c'est magnifique comme projet. Vraiment, c'est magnifique parce que, comme j'ai dit, ça permet à tous les citoyens de pouvoir suivre la même offre, le même nombre de chaînes, la même qualité de programme en son et en image. C'est ça qui est magnifique. Maintenant, le contenu, est-ce que le contenu est bon? Répond, ça c'est une autre... Je pense qu'aujourd'hui, la TNT sénégalaise doit faire sa mue. C'est pourquoi il faut, pour sauver la télévision au Sénégal, il faut que d'autres offres arrivent sur la TNT, obligatoirement. Pour 2 choses. Parce que la télévision marche sur 2 pieds. Le pluralisme, entend tout le monde, les voix, et la diversité. Et ces 2 piliers, c'est comme l'éthique et la déontologie. Tout à fait. Pluralisme et diversité, c'est 2 piliers. Quand on doit faire un programme de télévision, quand on doit faire le camembert, là, la grille, on doit avoir les quotas, 70% de ça, 30% de ça, 10%. Ça doit être reflété par le pluralisme et la diversité. Matar Sylla, je me rappelle, bon, peut-être à l'aise pour le citer, c'était le premier à introduire au Sénégal cette notion de pluralisme et de diversité. Ça lui a valu beaucoup de difficultés, parce qu'il voulait instaurer justement un pluralisme et la diversité dans l'offre, la RTS à l'époque. Mais le Sénégal politique n'était pas prêt. D'accord.
Mais l'histoire lui donne raison. Parce que pourtant, Matar, sur quoi il s'est fondé? Il s'est fondé sur les 2 pieds normaux d'une chaîne de télévision. Une chaîne de télévision doit être plurielle, refléter le maximum de points de vue divergents et divers aussi, c'est-à-dire refléter la diversité de la société sénégalaise. Sur quelle chaîne au Sénégal vous voyez les Bassari? Surtout qu'aujourd'hui, l'Afrique veut refaire sa narration. Si vous demandez à vos cadreurs, vos réalisateurs, est-ce qu'ils connaissent les Bassari, ils sont où? Est-ce qu'ils connaissent la culture Bassari? On a uniformisé l'offre télévisée au Sénégal et c'est malheureux. C'est devenu du griotisme et du populisme. Et là, toutes les chaînes qui sont sur la TNT souffrent beaucoup de cette offre qui n'est pas... régularisation Là, l'autorégularisation qui est là pour ça, est-ce que... Bon, pour se dire la vérité, le CNRA ne joue pas son rôle. Ni la RTP, ni... Voilà. Les régulateurs sont faibles ou sont compromis, disons. Sont compromis parce qu'aujourd'hui, c'est eux d'ailleurs qui devaient faire respecter ces 2 obligations de pluralisme et de diversité. Est-ce qu'ils font respecter ça aux chaînes? Non. C'est dommage, parce que si on ne voit pas la culture Bassari sur nos chaînes, c'est pas peut-être la faute uniquement des responsables de chaîne, c'est la faute du CNRA. Dans le cahier des charges, c'est signé. Oui, c'est ça nos problèmes. Monsieur Sow, je vais vous laisser conclure cet entretien. Mais bon, comment conclure après tout ça? De la fin. Bon, merci beaucoup. Vraiment, je suis très, très touché d'être sur votre plateau. Je vous félicite pour la belle surprise d'ailleurs pour cette émission qui est très conviviale, qui départ un peu de ce qui se fait aussi. Quand on parlait d'offres, de nouvelles offres, ça c'est une vraie nouvelle offre. C'est important qu'on retrouve une télévision conviviale qui parle aux gens, et qui apporte une valeur ajoutée, informationnelle, programmatique. Ça, c'est très important. Bon, ça ne me surprend pas, parce que moi, c'est un privilège et un honneur d'avoir connu Matar Sylla dans un cursus qu'on a partagé ensemble, qui m'avait mis à ses côtés à l'époque, quand j'étais de la RTS, qui m'avait d'ailleurs vraiment mis en pole position sur beaucoup de choses. Partout où il est passé, il m'a fait de moi son petit frère. Et ça date de 30 ans. C'est une vieille histoire familiale aussi. Voilà, une relation qu'il a avec ma famille, ma maman notamment, ma défunte maman. Moi, quand je démarrais un peu à la télévision, c'est l'un des premiers à me couver. Ah oui, à me couver. Donc, j'ai toujours mal maintenant, parce que Matar Sylla, c'est l'un des, pour ne pas dire le meilleur spécialiste de l'audiovisuel en Afrique. Je l'ai dit sur ma page Facebook, publiquement, je pense il y a 1 an ou 2 ans, et je l'assume, je le réitère encore. Parce que j'assume mes propos. Je suis un peu fou sur les côtés, mais j'assume complètement ça. Mais les gens savent que Matar, c'est la meilleure ressource humaine en matière d'audiovisuel. Je ne parle pas de télévision, d'audiovisuel. Parce que c'est le premier à avoir anticipé sur la digitalisation incontournable des médias africains. Il y a 20 ans, plus de 20 ans. C'était le premier à anticiper, à théoriser sur la nécessité de faire une offre africaine en télévision. Quand il le disait, il ne pensait pas à la Belle TV. Forcément. C'était bien avant. Ça date de 30 ans, ça. Mais c'est un éternel incompris. Mais moi, j'aimerais aujourd'hui, l'opportunité que tu m'offres, de m'adresser au grand frère, de lui dire il faut qu'il reprenne sa place, qu'il prenne sa place au Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'un homme comme Matar pour repositionner, faire repartir sur de nouvelles bases l'audiovisuel au Sénégal. Ça, vraiment, c'est un plaidoyer que je fais à son endroit, vraiment. Et je vous remercie vraiment. Et je suis un peu ému parce que, voilà, parlant de Matar, c'est un peu, voilà, ça fait remonter plein de souvenirs, plein de sentiments. Merci beaucoup. Merci à Adama Sow de nous avoir accordé de votre temps.
Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur toutes nos plateformes, sur le site www.labeltelevision.com. Merci à Adamso Couture pour la tenue et je vous retrouve très vite avec un autre invité. Merci.